Bonjour à tous, ici Jean Moreau, cofondateur de l'application anti-gaspi Phoenix. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la consultation. Bienvenue. Comment bien calibrer le tarif d'une prestation? Comment être sûr qu'on n'est pas en train de vendre trop bas? Comment on se place par rapport à la concurrence? Donc c'est mon premier conseil justement, c'est de se benchmarker, de se comparer à la concurrence. Très souvent sur un marché, on n'est pas seul. Donc si on a un prix qui est trop déconnecté de la concurrence, de toute façon le marché va nous le dire, parce qu'il y aura des appels d'offres, des mises en compétition et on ne gagnera pas les contrats. Donc voilà, se positionner par rapport à la concurrence. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de... Parfois, ce que je vois moi, autour de moi dans l'écosystème, c'est un peu d'autocensure. Les gens ne sont pas conscients de la valeur qu'ils créent chez les clients, ont tendance à sous-pricer ou à sous-estimer la valeur de leur service. Nous, on a fait un choix inverse, on a fait le choix d'être plutôt sur un positionnement premium par rapport à nos concurrents, donc on est plus cher que nos concurrents, et ça ne nous empêche pas d'être leader du secteur et d'avancer. Donc parfois, voilà, il y a une prime aussi à ça, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'auto-censurer, il ne faut pas se mettre de barrières mentales. Il faut jauger ce qu'on appelle la willingness to pay du client, jusqu'on peut monter sans que ça casse, quoi, sans qu'on arrive au deal break. Voilà, ça marche par itération, par petites touches, par petits tests. Évidemment, on ne fait pas passer une augmentation de 15% d'une année sur l'autre, mais à minima déjà faire passer l'inflation. En ce moment, on sait qu'on en sait quelque chose, et puis même négocier des augmentations régulières. Ça se fait, ça fait partie de la relation commerciale et de la relation de confiance qu'on construit avec ses clients. Alors, la boîte grandit, et quand la boîte grandit, parfois on a l'impression d'avoir la tête dans le guidon et d'être dans un couloir de nage. Donc pour ça, il faut prendre du recul. Moi, ce qui m'a aidé, c'est, on en a parlé dans un autre épisode, mais c'est d'être dans des réseaux d'entrepreneurs, de déconnecter, de prendre du recul, de partager les galères, les temps forts, les temps faibles avec d'autres entrepreneurs de l'écosystème. Bien calibrer sa vie pro, vie perso aussi. Moi, ça m'a aidé d'avoir une vie de famille épanouie avec des enfants, une femme, et donc parfois le soir de débrancher et de prendre du recul par rapport à l'activité, de se dire ok, on sauve des repas chez Phoenix, c'est cool. On sauve pas des vies pour autant, on n'est pas chirurgien cardiaque, donc personne ne va mourir si je débranche mon téléphone pendant 2 heures. Et donc voilà, il faut dédramatiser, prendre du bon temps, parce que l'entrepreneuriat c'est un marathon et pas un sprint. Et donc comme on dit, qui veut voyager loin ménage sa monture, et ça commence aussi par le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise. Il faut savoir se préserver, écouter son corps, parce qu'on est nous aussi très soumis au burn-out, au stress, à la charge émotionnelle et à la charge mentale. Donc voilà, pensez à décrocher. Le sport peut aider aussi, moi j'essaie d'en faire souvent. Les multiples facettes du poste, c'est ce qui fait la magie de l'aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression d'avoir eu 10 casquettes en 8 ans. Au départ, on est un peu au four et au moulin, on est l'homme à tout faire. On fait à la fois la communication, le recrutement, le commercial, la finance, la compta, le versement des salaires en fin du mois, etc. Donc on cumule plein de casquettes. Puis après, au fur et à mesure que la boîte grossit, on fait ce qu'on appelle des fiches de poste, un organigramme, et puis on délègue. Alors comment on était obligé de tout faire? Maintenant on délègue, donc on s'entoure de personnes de confiance qui vont faire la comptabilité, la communication, le recrutement. Et ça, c'est une évolution pour le poste de directeur général ou pour le poste de cofondateur, cofondatrice, parce qu'on passe d'une posture de doueur, de faiseur, à une posture plutôt de manager. Et donc il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à faire confiance, il faut apprendre à se détacher de son bébé et à confier la gestion quotidienne à d'autres personnes pour se concentrer sur prévoir l'avenir, prévoir le coup d'après. Je trouve qu'ensuite la bonne posture du fondateur ou de la cofondatrice, c'est de prévoir le coup d'après en termes de stratégie, en termes financiers, en termes partenarial. On ne peut plus être dans la gestion quotidienne. Il faut qu'on soit dans la vision stratégique et qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on inspire les équipes aussi par des messages, par une forme d'incarnation. Donc voilà, le boulot change au fil de l'eau, et c'est ce qui fait qu'on tient dans la durée aussi sur des cycles de 8, 10, 15, 20 ans. Sinon, je pense que ça serait assez épuisant.